Un miracle s'est produit en Normandie, voilà, il faisait beau temps. Et donc voilà, ouais ça va, hein. Commencez pas les Normands, ça fait faire preuve d'humilité cette histoire que je vous raconte parce que, tout simplement, sans cette roue de vélo crevée, bah je serais pas là. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Napoléon déclare alors à ses soldats « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiquement Français, le podcast qui parle d'histoire, de gastronomie et de tradition française. Bienvenue à tous, nous sommes dans l'épisode 2, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon été, même s'il n'est pas terrible. Pour être tout à fait honnête, il est nul. Malgré tout, j'espère que vous passez un bon été, que vous passez de bonnes vacances si vous en avez pris. Bon courage à ceux qui sont toujours au boulot. Voilà, les vacances arrivent bientôt si vous en avez pris. Et puis voilà, ça va très bien se passer. Dans cet épisode, alors tout d'abord, juste avant de commencer, je tenais à remercier tout simplement tous ceux qui l'ont écouté, qui m'ont donné un avis. Voilà, je pense que c'est très gentil à vous. Comment dire, j'ai été très surpris, voilà, qu'il y ait quand même un minimum de personnes qui s'intéressent à ce podcast. Voilà, je pense que j'ai suscité de l'intérêt pour vous et j'en suis fort ravi, et vous êtes certainement plein de bonne volonté pour pouvoir m'accompagner dans cette aventure qui est le podcast que je découvre un peu en même temps que vous. Vous le remarquez peut-être à la façon dont je parle, où j'ai encore un peu de mal à trouver mes mots. Mais écoutez, hein, on peut pas être parfait dès le début. Ceci dit, merci déjà de l'avoir écouté, et merci à ceux qui ont pris le temps de noter mon podcast, de me faire des retours, des commentaires. J'ai reçu des commentaires des fois. Je pense que la personne se sentira concernée, je vais pas citer, mais qui s'est senti, qui va se sentir concerné. J'ai reçu un pavé sur sur Instagram, un énorme pavé sur, en fait, voilà, que la personne était très intéressée, que c'était vraiment, qu'elle aimait bien et qu'elle aussi pouvait me donner des conseils dans plein de domaines, notamment la gastronomie, des conseils, des choses, des recommandations, voilà. Et merci beaucoup, je pense que cette personne-là va se sentir concernée, et puis ça permettra aussi dans la rubrique 3 de discuter un peu des retours que j'ai pu avoir sur le premier épisode. Je suppose qu'il vous a beaucoup intéressé, et voilà, j'en suis très ravi. Donc on se retrouve pour ce deuxième épisode. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, dedans je retrace tout simplement je fais une présentation du podcast tout simplement, de quoi ça va parler, un peu aussi l'organisation, et pour finir je légitime, on pourrait dire, mon discours sur pourquoi j'aime l'histoire, pourquoi je me sens légitime en tout cas pour parler de cette passion que j'ai, voilà, de ce domaine. Donc, allez l'écouter si vous débarquez par hasard ici et que c'est la première fois que vous écoutez ce podcast-là. Allez-y, voilà, pour au moins entendre mon histoire. Tout simplement pourquoi j'aime l'histoire. Allez découvrir. Donc, pourquoi je parlais de ça et que j'ai dit qu'on était dans le deuxième épisode? Parce que tout simplement, je vais vous énumérer les rubriques. Alors, on commence la rubrique 1, la découverte de la semaine. Donc, comme je l'ai dit, là, ça va être un peu quelque chose quelque chose d'assez exceptionnel que j'ai pu visiter durant une semaine ou une autre semaine, quoi, et que j'aimerais vous faire un retour sur comment j'ai ressenti les choses, tout ça. Ça me paraît pas mal, et puis ça permet aussi d'avoir des conseils sur des endroits à visiter si vous vous trouvez dans le coin où je vais visiter cet endroit. On parlera ensuite du moment historique, qui est la rubrique 2. Donc tout simplement, c'est le sujet principal de cette vidéo. C'est le sujet principal d'histoire, de gastronomie ou de tradition que j'aimerais que j'aimerais un peu plus entrer dans les détails, mais tout en restant synthétique, et que vous reteniez en fait finalement l'essentiel, parce que le but, c'est pas que je donne un maximum de détails, parce qu'en fait ça va vous saouler, et même moi ça va me saouler en fait, parce que c'est aussi un énorme travail, je vous le cache pas, mais c'est de vous donner tout simplement
le contexte de comment comment tel événement historique est arrivé, ou telle gastronomie, etc. De vous donner l'événement, les choses importantes à retenir, et éventuellement des conseils sur des visites en rapport avec ce dont je vous parlais, voilà, tout simplement. Donc là, la rubrique 2, ça parlera des 80 ans du débarquement. Cette année, on fait le 80e anniversaire, donc ce sera l'occasion de revenir sur le débarquement. Qu'est-ce que le débarquement ? Qu'est-ce qu'on y fait là-bas ? Les grands moments, les faits marquants qui sont déroulés durant cet événement. Et puis, je vous parlerai des endroits à visiter en rapport avec le débarquement, parce que j'y suis allé pas mal de fois, donc je peux vous donner quelques endroits à visiter qui sont sympathiques. Je dis pas que ça va être des trucs insolites, vous allez tomber sur la perle rare, mais c'est juste des choses qui, parmi tout ce que j'ai visité, il y a des choses que j'ai appréciées, d'autres un petit peu moins, et donc ce sera l'occasion de vous parler de tout ça comme ça un jour si vous allez sur les plages du débarquement. Tout simplement, vous écouterez ce podcast pour savoir qu'est-ce que vous pouvez aller visiter. Et puis ensuite, on aura la troisième partie qui sera questions-réponses et commentaires. Donc là, vous m'avez posé des questions, je vais vous répondre, et je répondrai à certains commentaires qui me semblent importants pour clarifier un peu, préciser un petit peu le paradigme de ce podcast, la vision de ce podcast, voilà. Pour le sommaire, écoutez, on va pas perdre plus de temps. On va commencer par la rubrique 1, la découverte de la semaine, c'est parti. Alors, la découverte de la semaine, donc c'était, maintenant ça commence à faire 2 semaines il me semble. Je suis allé à Étretat, donc Étretat qui est en Haute-Normandie, enfin Normandie, mais la Haute-Normandie, la région, l'ancienne région. J'y suis jamais allé pour être tout à fait honnête, c'est la première fois que j'y allais, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Voilà, c'était un peu une découverte pour moi. Alors, j'ai pas visité Étretat en tant que tel, j'ai fait une petite randonnée, 12-13 km quand même, autour d'Étretat. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. C'était très très sympathique, j'ai vraiment énormément adoré cette petite randonnée qui faisait un mixte en fait entre visite un petit peu de l'arrière-pays derrière Étretat, dans les terres, avec le front de mer tout simplement, le bord de mer, les falaises de Haute-Normandie la Haute-Normandie qui est réputée pour ça d'ailleurs. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la petite randonnée. Donc on est parti de le parking à l'entrée comment on appelle ça, du village, de la ville d'Étretat. Il y a un parking en fait à l'entrée qui est gratuit, sinon le reste dans la ville c'est payant. Bon, moi vu que je suis un radin, je me gare à l'entrée. Et puis au final c'était pas plus mal parce que la randonnée qui m'a été conseillée par un natif d'Étretat, que je salue au passage, il m'a conseillé une randonnée à faire qui était plutôt sympathique, et donc je l'ai suivi. J'ai décidé de suivre un peu ses conseils. Donc en fait on est parti. Pourquoi je dis que ça m'arrangeait en fait de me garer au parking à l'entrée d'Étretat, parce que tout simplement en fait le début de la randonnée c'était en fait on partait dans la direction opposée d'Étretat, et en fait on montait une grande côte, et après on arrivait un peu dans les terres, dans l'arrière-pays derrière Étretat. C'était vraiment très très beau. En fait c'est assez ressemblant par rapport à là où je suis originaire, c'est-à-dire la Picardie. Parce que en fait c'est le pays de Caux, et le pays de Caux en fait c'est beaucoup de champs, c'est un prolongement de la Picardie, ou le pays de Caux, la Picardie est un prolongement du pays de Caux, ça dépend si on est normand ou picard, si chacun défend un peu sa région, mais en tout cas dans le pays de Caux c'est quand même, il y a beaucoup plus de, comment je pourrais dire, il y a beaucoup plus de champs, de blé, de betteraves, de colza, que de pâture de bovins, ce qu'on peut retrouver par exemple en Basse-Normandie, dans le pays d'Auge notamment. Mais vraiment, il y avait donc cette première partie de randonnée là qui était très sympathique. Puis après on arrivait à un espèce de, on pourrait dire un parking qui menait en fait à une grande descente, une grande descente vraiment tout le long. On a descendu peut-être sur 2-3 km. Le chemin descendait, et puis en fait ça descendait, on arrivait au bout d'un moment, ça descendait tellement qu'on arrivait dans une espèce de crevasse, un canyon, et c'était très sympathique.
Et en plus de cela, voilà, il y avait des petits ânes, c'était mignon, quoi, voilà, c'était charmant. Et puis en fait, on arrivait à une plage qui s'appelle la plage du Tilleul. Donc c'est en fait, on accède à la plage entre dans un creux un creux de falaise, voilà, si je peux m'exprimer, je sais pas si je suis très clair. Donc apparemment, la plage du Tilleul, c'est une plage de nudistes. Bon, moi j'ai rien vu, donc je peux supposer qu'il n'y ait pas de nudistes, ou alors... non, moi j'ai rien vu, personnellement. Donc voilà, bon, je l'ai su qu'après. Bon, est-ce que c'était une blague c'était une blague de celui qui m'a recommandé la randonnée? Bon, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, après, on a pu aller sur la plage du Tilleul. C'était magnifique, tout simplement, de voir les falaises. Les falaises étaient très très belles. Franchement, c'était assez incroyable. Et puis, en fait, j'avais pris mon drone avec moi, donc j'ai pu raser les falaises à pleine balle, autant en montant qu'en descendant. Avec mon drone, c'était vraiment magnifique parce qu'en fait, à un moment, je montais hyper vite la falaise, j'arrivais en haut de la falaise, il y avait des mecs qui étaient en fait sur le chemin qui longe le bord de falaise. Hop, je les voyais genre 2 secondes en mode salut, et puis je redescendais comme un comme un Messerschmitt en 40. Ouais, bon, cette blague était pas forcément à faire. Bref, vous avez compris, je me suis régalé, les images étaient très belles, sauf que quand la GoPro décide de lâcher, bon, voilà, on a un petit peu les boules, mais bon, ça fera une excuse pour revenir, voilà. Donc c'était magnifique, et là par contre j'attire votre attention, il y avait grand soleil, pas de nuages, très peu de vent, pas de pluie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans la même phrase, je viens de dire soleil, pas de nuages, pas de pluie, pas de vent et Normandie. Je sais pas vous, mais à votre place, vous me traiteriez de menteur. Et vous avez bien raison, parce que c'est la Normandie, mais je vous le jure, il faisait vraiment ce temps-là. C'était incroyable, c'était magnifique. Un miracle s'est produit en Normandie, voilà, il faisait beau temps. Et donc voilà. Ouais, ça va, hein. Commencez pas les Normands. Un jour, vous aurez le droit à votre épisode de podcast spécial Normandie. Vous inquiétez pas. Franchement, vous inquiétez pas, vous allez passer sur le grill aussi. Hein. Et puis de toute façon, arrêtez de me dire ouais machin, la Normandie, c'est il pleut que sur les cons. Bon déjà, vous prenez une expression des Bretons, vous êtes pas très originaux. Et puis j'habite en Normandie, moi aussi, donc je subis autant que vous ce temps de merde. Donc voilà. Bon, c'est excellent. Donc après, une fois à la plage du Tilleul, on est remonté et on a là pour le coup, on a vraiment longé les falaises. Donc on est arrivé du côté falaise aval en fait, quand on est sur le front de mer à Étretat, c'est sur la gauche en fait, là où il y a la fameuse arche. Voilà, qui est très connue, qui est très pris en photo, qui est très souvent pris en photo par les touristes. Et d'ailleurs en fait quand on remonte de la plage du Tilleul pour aller jusqu'à Étretat, en fait on longe le golfe d'Étretat, donc voilà, c'était tout à fait sympathique, c'était magnifique, très très beau, les falaises, d'être en hauteur par rapport à la mer, c'est vraiment très très beau, je recommande de faire ça. Puis après on est redescendu et on est arrivé sur le front de mer à Étretat. Alors là je vous notifie une autre chose. Donc moi je me baladais avec mon sac de drone. Mon sac avec mes drones et mon appareil photo, j'avais un support pour accrocher mon appareil photo sur une lanière du sac à dos. Et en fait, à un moment, il y a un mec qui arrive et il me fait hey man, what's up? You're a vlogger. Et en fait, c'était un Américain, un métis américain. Il est arrivé comme ça, puis il m'a fait ça et j'étais en mode. Et moi, je lui ai répondu. Yes, a little bit, it depends, avec mon vieil accent anglais. Bref, j'ai essayé de répondre quelque chose parce qu'il m'a un peu pris au dépourvu, ce salaud. Et puis après, il m'a fait oh yeah man, that's cool, hey goodbye. Et puis j'ai fait yes goodbye. Mais en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que c'était vraiment le cliché parfait de l'américain. Vraiment de l'américain, enfin vraiment avec son accent un peu comme Franklin dans GTA pour ceux qui ont la ref, en mode ouais yeah what's up man, that's cool man, et puis bref. C'était vraiment
C'était assez comique, voilà, c'était assez insolite, je m'attendais pas du tout, c'est pour ça que j'ai été bien surpris, mais voilà, c'était pour la petite, la petite anecdote, c'était assez sympathique. Puis après, on est reparti on a traversé tous les trottoirs pour revenir à la voiture. Bon, on est passé par des rues adjacentes et pas par la rue principale parce qu'apparemment, on nous avait dit que c'était plutôt, il y avait beaucoup de voitures qui passaient, donc c'était pas forcément très agréable. Donc on est passé par des chemins. Des itinéraires bis, on pourrait dire, et c'était très sympathique. Voilà, je pense que c'était la meilleure solution à faire. Donc franchement, Etretat, je vous recommande. En tout cas pour la partie que j'ai visitée, donc plutôt côté gauche, quand on est face au front de mer. Une petite randonnée sympathique, et puis j'ai pas pu tout visiter, mais ce sera l'occasion de revenir, notamment pour visiter la partie amont, donc la partie droite, qui se trouve à droite d'Etretat, tout simplement. Donc voilà, c'était très sympathique, je vous recommande ça. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer en DM sur Instagram ou même en commentaire que je vous file un peu la rando, le parcours à faire si jamais un jour vous allez être taille et que vous avez envie de faire ça, de faire cette rando. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous dirai l'itinéraire à parcourir. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans les grandes lignes comme ça. Mais n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous passer l'itinéraire. Voilà. Eh ben écoutez, voilà, c'est tout pour la petite découverte de la semaine. Eh ben on va passer à la deuxième rubrique, le moment historique. C'est parti. Alors, le moment historique. Donc, nous allons parler, comme je vous l'ai dit en introduction de ce podcast, à le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Et oui, cette année, nous sommes en 2024, 1944-2024. C'est les 80 ans du débarquement en Normandie. Alors, forcément, il y a eu tout un tas de commémorations, de célébrations, vraiment plein de choses qui ont été faites en Normandie, pardon. Et donc, en fait, le débarquement en Normandie, c'est ce qu'on appelle l'opération Neptune, le débarquement en tant que tel, qui est une sous-opération d'une plus grande opération qui s'appelle l'opération Overlord, qui comprend plein d'autres opérations, voilà, mais je vais pas en parler, ce n'est pas le sujet. Donc au total, oui, il y a eu beaucoup de célébrations, de commémorations, il y avait au total 19 chefs d'État invités. Je me souviens parce que les autoroutes en Normandie étaient un petit peu bloquées, surtout entre Caen et Bayeux, voilà, notamment. Les anciens combattants de Normandie étaient d'ailleurs présents, ils sont plus beaucoup au final parce que ça fait 80 ans, donc ça veut dire, imaginez que ça fait 80 ans, les mecs quand ils sont partis à la guerre, ils avaient au moins 20 ans, donc on peut supposer que là ils frôlent la centaine d'années. Donc voilà, ils sont plus beaucoup, il y a 48 vétérans américains en tout cas qui étaient présents pour les commémorations. En France, le dernier combattant qui a participé au D-Day, c'était tout simplement Léon Gauthier. Alors lui par contre n'y a pas assisté puisqu'il est mort l'année dernière. Il faisait partie du commando Kieffer, donc je vous expliquerai un peu qu'est-ce que le commando Kieffer lorsque je vais vous parler de l'événement en tant que tel. Donc voilà, ça a été fait, voilà cet événement. C'était vraiment tout le mois de mai, juin, et je me demande s'il y en a peut-être pas encore un petit peu là en juillet. Il y a eu plein de commémorations, des défilés de chars, des défilés de véhicules, de chars, il y avait des feux d'artifice, vraiment plein de choses, les musées, etc. Donc c'était vraiment un événement assez phare tout simplement en Normandie. Donc voilà un petit peu pour vous présenter un petit peu le cadre. Donc maintenant, parlons de cet événement. Qu'est-ce que le débarquement de Normandie ? Je suppose que vous savez tous ce que c'est, mais est-ce que vous savez réellement ce qui s'est passé ? Eh bien écoutez, que vous ne le sachiez ou non, nous allons en parler tout de suite. Voilà, donc commençons par un petit peu de contexte. C'est toujours bien de remettre les événements dans leur contexte. Donc nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, pour rappel 39-45. Nous avons deux camps, nous avons les Alliés d'une part avec la France libre, le Royaume-Uni, l'URSS, les Américains, la Chine aussi, on ne croirait pas comme ça, et nous avons avec le Royaume-Uni ce qu'on appelle le Commonwealth, donc c'est les colonies britanniques, avec vous avez notamment le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Inde, pour ne citer que ces pays-là. Et donc,
J'ai encore oublié d'autres membres des alliés, mais d'autres pays alliés, mais flemme. J'ai dit les principaux. Et d'un autre côté, nous avons ce qu'on appelle l'Axe, donc l'Italie, le Japon et l'Allemagne. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu ce débarquement en Normandie? Il faut savoir que depuis 1941, donc l'opération Barbarossa, c'est l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne, qui s'est passée en juin 1941. En fait, Staline, donc le dirigeant de l'URSS, demandait à ouvrir un second front à l'ouest pour soulager la pression face aux Allemands. En fait, il faut savoir que toute l'armée allemande entière était jetée pour envahir l'URSS. Franchement, je peux vous dire que l'opération Barbarossa, c'est vraiment... il y a eu des millions d'hommes jetés là-dedans, des milliers de chars. Enfin bref, ça a été une invasion, la plus grande invasion, je pense, de tous les temps, si je peux dire. Voilà. Il y a eu une tentative en 1942 qui s'appelle le raid de Dieppe. On pourra en reparler, ce sera l'objet d'un autre podcast. Un débarquement des Anglais proche de Dieppe. Pour essayer un peu de libérer... essayer un débarquement. Ils ont appelé ça le raid de Dieppe. Moi, perso, j'appelle ça un peu le débarquement de Dieppe. Bon, peu importe. Mais ça a été un échec en fait. Ça a été vraiment un lamentable échec. Parce que tout simplement, il n'y avait pas assez de matériel, pas assez d'organisation, plein de choses, on pourra en reparler. Bon, il y en a qui ont dit, qui vendaient ça un peu en mode oui, ça permet d'apprendre pour un futur débarquement. Bon, je suis désolé, tu vas pas sacrifier des hommes pour faire des essais entre guillemets. La vérité, c'est que les Anglais, ils ont essayé, ils se sont ratés, ils ont voulu en tirer le meilleur pour galvaniser un peu le pays. Bon, c'était un lamentable échec qui aurait pu éventuellement être évité. Mais bon, que voulez-vous? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus aux Anglais? De toute façon, c'est les Anglais. C'est des Anglais, c'est tout. En novembre 1942, ensuite, vous avez le débarquement allié en Afrique. Donc là, les Américains, les Anglais et la France libre qui débarquent en Afrique contre l'Africa Corps de Rommel. Ils réussissent à libérer toutes les colonies françaises en Afrique, et en juillet 1943, vous avez le débarquement en Sicile, puis en Italie. Pourquoi ils ont débarqué ici en juillet 1943? Parce que tout simplement, Churchill estimait que l'Italie c'était un peu le ventre mou de l'Europe. Il espérait en fait, c'était un allié faible de l'Allemagne, et du coup il espérait prendre rapidement l'Italie pour atteindre rapidement Berlin avant les Russes. Car il y en a beaucoup des alliés qui commençaient à avoir un petit peu peur de l'ogre soviétique, on pourrait dire ça. Donc c'était ils espéraient prendre Berlin avant les Russes, sauf que comme on va le voir juste après, ça s'est pas exactement passé comme prévu. Et le 28 novembre 1943, vous avez la conférence de Téhéran en fait. Pourquoi je parle de cette conférence là entre les Américains, les Anglais et les Soviétiques? Parce que c'est là où ils ont décidé que le prochain débarquement allait être en France. Pourquoi ils ont pris cette décision entre juillet 43 et novembre 43? Non, je vous le raconte après, tiens. Je vous le raconte après parce que je vous le raconte après sur mes notes. Ouais. Alors, maintenant, on passe en 1944. Donc, nous arrivons petit à petit à l'événement phare. En 1944, du côté Axe, donc du côté allemand, la situation, elle est vraiment peu reluisante. Franchement, depuis la défaite de Koursk, donc en août 1943 contre les Soviétiques, en fait, le problème, c'est que l'armée allemande, elle est un peu en retraite sur le front de l'Est, et franchement, est en retrait sur la défensive, et même commence à reculer, en fait. En avril 1944, l'Ukraine est libérée aux 3/4. On commence à retrouver certaines frontières qu'il y avait avant juin 1941, donc avant l'invasion de l'URSS. Les Soviétiques commencent à retrouver un peu ça. Et ensuite, donc en fait, ça commence à reculer, c'est très bien. Ils débarquent donc en août 1943, ça coïncide en fait avec le débarquement allié en Sicile et en Italie. Le problème, c'est qu'en fait, les Alliés sont bloqués en Italie sur une ligne qui s'appelle la ligne Gustave, une ligne défensive, qui est à hauteur du Mont Cassin, le Monte Cassino en Italie. Donc c'est au sud de Rome, c'est bien au sud de Rome, même je me demande si c'est pas au sud ou au nord de Naples, je sais plus, bref, vous irez voir, le Mont Cassin.
Les Alliés s'enlisent parce qu'ils restent bloqués, parce qu'il y a une forte résistance de la part des parachutistes allemands, qui notamment sont bien retranchés dans le monastère Saint-Benoît, que d'ailleurs les Alliés ont bombardé honteusement. Ça, c'est vraiment honteux de bombarder un monastère, parce qu'en fait c'est un monastère, vous n'avez pas à bombarder ça, enfin, c'est un lieu religieux, quoi, je comprends pas, bref. Donc le problème, c'est que Churchill, du coup, il est un peu embêté parce qu'il disait que l'Italie c'est le ventre mou de l'Europe, donc il pensait à une victoire facile, sauf qu'en fait pas du tout, ils sont bloqués, ils restent bloqués des mois, hein. C'est pour ça que d'ailleurs à la conférence de... C'est pour ça qu'on retrouve justement la conférence de Téhéran avec la décision qui est prise de débarquer en France. Et ce sera fait en mai 44, selon les conclusions de la conférence. Maintenant, il faut choisir le lieu du débarquement en France. Alors, c'est là où il y a eu plusieurs hypothèses. Au début, ils ont pensé à la Bretagne. Le problème, c'est que la Bretagne, c'est qu'ils ont peur que ça fasse une bis repetita comme en Italie. Vous avez vu comment est la géographie de la Bretagne. Si vous débarquez, je sais pas, au hasard, à Brest, j'ai pas d'autres noms, je suis pas trop allé en Bretagne. Je sais pas, dans le Morbihan, bon, déjà ça fait un peu loin. Vous débarquez au niveau des Côtes d'Armor. Bon, vous avez vu un peu les Côtes d'Armor, les falaises, tout ça, ça peut être un peu galère. Et même au niveau de la géographie interne, au niveau des terres, en fait, c'est pas un bras de mer, mais en fait, on peut pas avoir plusieurs fronts vraiment dans tous les sens, nord, sud, est, ouest. S'ils débarquent sur la pointe bretonne, en fait, ils seront obligés d'avancer d'ouest en est. Et en fait, c'est compliqué Enfin, les Allemands, ça va être beaucoup plus facile pour les Allemands d'installer une ligne de défense, parce que ça partira pas dans tous les sens. Bon, le problème, c'est que comme j'ai dit, la géographie peut bloquer l'avancée. Ils ont pensé au Nord-Pas-de-Calais, ce qui est logique, puisqu'en fait, c'est la partie française qui est la plus proche de la Grande-Bretagne. Sauf que le problème, c'est qu'elle est très très solidement défendue, parce que les Allemands ont pensé la même chose que les Alliés, c'est très proche, donc c'est le plus probable que ça arrive dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais ils ont abandonné cette idée du Nord-Pas-de-Calais parce que justement les défenses étaient trop solides. Les défenses étaient beaucoup trop... il y avait beaucoup trop de défenses, tout simplement. Donc, ils ont pensé à la Normandie. Voilà, à la Normandie, parce que c'est aussi l'endroit où les défenses du mur de l'Atlantique, donc le mur de l'Atlantique, c'est une série de fortifications qui va de Biarritz jusqu'à la Norvège, pour éviter tout débarquement allié. Voilà, où ils ont installé des bunkers, des casemates, des blocos, des canons longue portée, tout ça. Donc vraiment, c'est les défenses, en tout cas en Normandie, qui sont jugées les plus faibles. Et aussi, ils espèrent aussi capturer très rapidement, ils présument une capture rapide du port de Cherbourg. Et donc du coup, de menacer Paris et la Bretagne. Donc vous voyez, ils peuvent... En débarquant en Normandie, ils peuvent aller en Bretagne, ils peuvent aller du côté de la Mayenne et foncer directement sur Paris. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus difficile à défendre du côté allemand. Donc, ils ont choisi la Normandie. Ils ont choisi donc le département de la Manche et du Calvados, donc la basse Normandie. Maintenant, passons au mois avant le débarquement. Donc, ce qui s'est passé, donc ils ont dû ramener des tonnes de troupes, etc. Mais en parallèle, ils ont décidé de lancer des opérations de couverture du véritable débarquement en créant comment je pourrais dire, des choses factices, voilà. Et notamment l'opération qui certainement ne vous est pas si inconnue que ça, c'est l'opération Fortitude. Alors l'opération Fortitude, ça consiste tout simplement à faire croire à l'armée allemande que le vrai débarquement sera dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc une armée factice qui était installée proche des côtes britanniques, donc qui sont les plus proches des côtes françaises. C'est une armée qui a un véritable commandant en chef, qui est le général Patton. Et donc en fait c'est une armée factice, chars gonflables, casernes factices, manœuvres de reconnaissance plus exercices, enfin franchement tout est fait pour faire croire aux Allemands que y a une grosse armée qui est concentrée dans ce coin-là et que ça va tout, que ça va, qu'en fait ils vont débarquer par ici. Donc il y a ça, et puis qu'est-ce que je voulais répéter, qu'est-ce que je voulais ajouter en plus. En parallèle, il y a une autre opération qui s'appelle l'opération Tigre, qui est un exercice de répétition du débarquement en fait. Et alors ça, personne ne vous l'a raconté. C'est assez marrant.
Donc c'est un exercice de répétition du débarquement en Normandie qui va se passer. Ils ont fait ça sur les côtes bretonnes, à un endroit entre l'île irlandaise et les îles britanniques. Et en fait, ça s'est soldé en fait par un fiasco parce que en fait, à ce moment-là où ils ont fait des exercices, il y a des contre-torpilleurs allemands qui sont arrivés, ils ont foutu la merde pendant l'exercice, ils ont tout coulé et si vous tapez Opération Tigre, et là où ça s'est passé en fait, ils ont coulé des barges, des bateaux, des chars, des barges où il y avait des chars dedans, bref. Si vous allez là-bas un jour, vous irez vous renseigner sur internet, vous pourrez voir, ils ont remonté un char du fond de l'eau pour l'exposer quoi. Bref, ça a été un fiasco. Ils ont voulu faire une petite sauterie de répétition, les Alliés. Il y a un peu les mecs lourds de la soirée, donc c'est-à-dire les Allemands qui sont arrivés et ils ont foutu le bordel. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Bon, tout se prépare, tout le camouflage, toute la diversion aussi se prépare, et on arrive aux Alliés le jour J. Donc, qui débarque sur 5 plages. De la presqu'île du Cotentin jusqu'à Ouistreham. Donc on va commencer de la presqu'île du Cotentin et ensuite on passera par ordre jusqu'à Ouistreham. Donc nous avons la première plage qui est la plage de Utah Beach. Voilà. Nous avons, donc là c'est du côté de Sainte-Marie-du-Mont, Sainte-Mère-Église et Kenville. Donc je sais que vous n'êtes pas des gros connaisseurs de la géographie, spécialement en plus en Normandie, je le sais, mais vous irez. C'est pour vous donner des noms, comme ça vous pourrez aller vous renseigner par vous-même où est-ce que ça se situe précisément. Donc voilà, ça c'est Utah Beach. Nous avons Omaha Beach, qui est la plus connue, à Vierville. Donc là, ça débarque plutôt de Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer. Donc c'est pas très loin de 40 ans, non, peut-être pas 40 ans, mais Grand-Camésie, dans ces coins-là. Isigny aussi, avec le fameux beurre et caramel d'Isigny. Vous avez les plages ensuite de Gold Beach, donc Arromanches, Anelle et Vers-sur-Mer. Donc ça c'est... nous avons... Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser, excusez-moi. Utah Beach et Omaha Beach, c'est les Américains qui débarquent dessus. Ensuite, à Gold Beach, vous avez les Anglais qui vont débarquer là-bas. Ensuite, vous avez Juno, nom de code. Hein. Tout ce que je donne, en fait, c'est des noms de code. Là, c'est les Canadiens qui vont débarquer du côté de Courseulles-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer. Et enfin, on termine par la plage de Sword. Donc c'est les anglo-franco-canadiens, donc là c'est Ouistreham, Luc-sur-Mer, Lyon-sur-Mer. Au total, on a 80 km de plage, 130 000 hommes, 1500 parachutistes, et tout ça est transporté par une armada de 6000 navires. Donc autant vous dire que là, on est sur du très très lourd. C'est pas le petit raid de Dieppe où en fait les Anglais sont arrivés, puis en fait ils ont queuqué devant les Allemands, puis voilà. Non, là on est vraiment sur du, sur du très très lourd. Vraiment, là ça rigole pas. Franchement, déjà 130 000 hommes, c'est énorme. À débarquer le jour J, hein, bien sûr. Donc voilà un petit peu pour vous présenter un petit peu le contexte, les différentes plages. Nous arrivons le jour J, le D-Day, le jour le plus long. Il commence le 5 juin à 23h. 1200 appareils qui décollent. Avions plus planeurs d'ailleurs. En fait, c'est des avions qui derrière tractent des planeurs. Les avions, c'est des C-47, si je dis pas de bêtises. C'est un avion assez connu que vous retrouverez si jamais vous allez en Normandie. Ils décollent pour parachuter 3 divisions. Les principaux lieux, on a Sainte-Mère-Église. Donc ils vont parachuter. En fait, ils parachutent des extrémités de toutes les plages. Donc ils parachutent à Sainte-Mère-Église les parachutistes airborne américains. Donc justement côté Sainte-Mère-Église. Et ensuite vous avez de l'autre côté, donc du côté Ouistreham, les parachutistes anglais qui vont débarquer pour sécuriser le pont de Bénouville, qui est plus connu sous le nom de Pegasus Bridge. On en reparlera juste après. Et donc le but, c'est vraiment de sécuriser les extrémités des plages du débarquement. Donc ils décollent à cette heure-là. Et d'ailleurs, au passage, Sainte-Mère-Église, c'est connu d'ailleurs. Ça vous est, j'espère, plutôt... vous n'êtes pas inconnu face à ça, parce que Sainte-Mère-Église, quand vous allez à Sainte-Mère-Église, vous allez tout simplement sur l'église
ils ont mis un mannequin en fait d'un parachutiste qui est resté bloqué au niveau du clocher en fait, qui a été accroché au clocher avec son parachute et qui a assisté à tous les combats. Donc voilà pour la petite histoire, si jamais ça vous disait quelque chose, ça a certainement un rapport à ce que je vous ai raconté. Le 6 juin, le matin, l'armada de 6000 navires est en approche, de pied ferme, devant les côtes normandes. Ça a été non repéré par les Allemands parce qu'il y a eu une tempête. Et donc, ils vont faire débarquer les Alliés sur les 5 plages de la presqu'île du Cotentin jusqu'à Ouistreham. Le souci, c'est que en fait, les cuirassés, les croiseurs et les destroyers ont essayé de pilonner la côte. Sauf qu'ils ont eu une erreur d'aiguillage de leur instrument et ils ont complètement raté leur tir. Les blocos allemands sont intacts, tout est intact pour les Allemands, mais en tout cas, ça a le mérite de les avoir réveillés. Voilà, donc on va commencer dans l'ordre sur ce qui s'est passé pour chaque plage. On va commencer, comme j'avais fait auparavant, par Utah Beach, côté américain. Donc là, débarquement à 6h30. La tête de pont arrive jusqu'à la tête de pont est établie jusqu'à Sainte-Mère-Église. Il y a eu peu de pertes, environ 200 morts. Je dis peu, avec des gros guillemets, s'il vous plaît, faites preuve d'indulgence. Parce qu'en fait, pourquoi tout simplement, l'erreur d'aiguillage plus le courant les a déviés sur une plage qui était beaucoup, beaucoup moins défendue que ce qui était prévu initialement. Donc au final, c'est un mal pour un bien. Et donc comme j'ai dit, la tête de pont est établie jusqu'à Sainte-Mère-Église avec les parachutistes. Donc ça c'est bon pour Utah Beach. Ensuite on passe à Omaha Beach, donc qui est aussi appelée Bloody Omaha, et vous allez comprendre pourquoi, c'est la plus connue. Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer, pour dire débarquement à la même heure que Utah Beach, 6h30. Et là, je rigole beaucoup moins parce que c'est un massacre. Tout simplement, 70% de la première vague qui débarque sur Omaha meurt. Voilà, 70%, c'est énorme. Ils sont cloués sur les plages, ils parviennent pas à percer les lignes allemandes, c'est parce que c'est extrêmement bien défendu, c'est un véritable carnage. Vous pouvez avoir un aperçu de comment ça s'est passé, vous regardez tout simplement le soldat Ryan, et encore c'est du théâtre, c'est du cinéma. Donc c'est certainement beaucoup moins pire, si je puis me permettre, de la réalité de ce qui s'est passé sur cette plage. Donc là c'est horrible. Ils sont cloués sur la plage, ils n'arrivent pas. En plus ça met tellement de temps qu'en fait la marée remonte. Donc en fait ils sont bloqués entre les Allemands et la marée. Bref, c'est jonché de corps, je vous passe les détails. Mais un petit groupe d'Héroïques parvient à faire déborder les Allemands sur une pointe qui s'appelle la pointe du Hawk, qui est très connue. Et aussi grâce à l'aide de la toute-puissance de la RAF et de l'USAAF, si je dis pas de bêtises. Au total, pour info, il y a 7500 avions qui sont mobilisés pour le débarquement. Je sais pas si vous vous rendez compte, 7500 avions, ça fait... le ciel est complètement saturé, quoi. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, du total de victimes, rien que sur la plage d'Omaha Beach, 4700 hommes qui meurent sur la plage d'Omaha. C'est énorme, comparé à Utah par exemple. Voilà. La tête de pont, elle est établie sur 2 km de profondeur par 8 km de longueur, autour de Saint-Laurent-sur-Mer, donc c'est quasiment rien en fait. Il y a quoi, 8 fois, c'est ça, 8 fois 2, il y a 16 km². C'est pas énorme, donc ça, c'est dire à quel point ça a été catastrophique. Donc voilà pour Omaha. Ensuite on passe à Gold. Gold, donc là, comme je vous ai dit, c'est Arromanches, Anelle, Vers-sur-Mer. Donc là, le débarquement est à 7h25 et il est très difficile. Il est très difficile aussi, il ne faut pas négliger. Si vous avez écho de, du débarquement, comme quoi en fait il y a eu, beaucoup de morts, ce qui est normal, hein, je minimise absolument pas ce qui s'est passé sur Omaha Beach, mais en fait on oublie beaucoup que sur les autres plages, il y a eu aussi énormément de morts du côté des autres plages, notamment Gold, où notamment il y a un témoignage que j'aimerais vous partager qui m'a particulièrement marqué.
Alors je vais vous le retrouver. Donc c'est un témoignage tiré du magazine régimentaire de King's Own Shropshire. Bon, désolé, j'arrive pas à prononcer ça. Light Infantry. Donc je vous lis un petit peu de un soldat pour vous montrer à quel point ce qui s'est passé sur Gold, enfin ce qui s'est passé sur Omaha, on le retrouve aussi sur d'autres pages, notamment Gold Beach. Donc, nous avons touché 2 mines en entrant, écrit Wilson. Des mines en forme de bouteilles sur des piquets. Elles ne nous ont pas arrêtés, mais notre rampe a été endommagée et un officier qui se tenait dessus a été tué. Nous nous sommes échoués sur un banc de sable. Le premier homme à descendre était un sergent commando en tenue complète. Il a disparu comme une pierre dans 2 mètres d'eau. Nous nous sommes accrochés aux cordes de Roly-Poly et avons plongé dans l'eau glacée. Le barda est assez ingérable dans l'eau agitée et nous entraîne vers des mines. Nous avons lâché les cordes et nous sommes descendus sur le rivage. J'ai perdu mes chaussures et mon gilet dans la lutte, et je n'avais que mon short de plongée. La plage était jonchée d'épaves, d'un char en flammes, de paquets de couvertures et de matériel, de corps et de morceaux de corps. Un gars près de moi a été coupé en 2 par un obus et sa partie inférieure s'est effondrée en un tas sanglant dans le sable. L'autochnie s'est arrêtée et j'ai réussi à me démener dans mon équipement. Fin de la citation. Ouais. C'est un sacré, c'est un sacré témoignage. Je dois vous être tout à fait honnête avec vous. C'est assez choquant. Comme quoi, vous savez, il n'y a pas que sur Omaha que ça a été l'enfer. C'est aussi sur Gold. Malgré tout ça, ils réussissent quand même en partie à remplir leur objectif avec une tête de pont qui est établie sur 9 x 9 km carrés de tête de pont, donc c'était pas mal du côté anglais. Ensuite, nous passons à Juno. Donc là, Juno, c'est les Canadiens, comme je disais. Ils débarquent à 7h55 plus tard parce que tout simplement, il y a le mauvais temps. Voilà. Le débarquement se passe très bien, mais les Allemands les arrêtent à Douvres, donc Douvres-la-Délivrande, en les empêchant en fait de prendre l'aérodrome de Carpiquet. Donc là, pour les plus connaisseurs qui habitent du côté de Caen, vous connaissez Carpiquet, puisque l'aérodrome de Caen-Carpiquet existe toujours. L'aéroport, je dirais, plutôt. Donc vraiment, ils ont rempli quasiment tous leurs objectifs. Ils devaient prendre normalement le Carpiquet, mais là, du coup, les Allemands les ont arrêtés. À Douvres, notamment, il y a un site, un musée qui est assez connu, qui est le musée du radar de Douvres-la-Délivrande. Donc voilà pour du côté Juno. Et ensuite on termine par Sword. Donc là, les Anglo-Canado-Français, ou trouvez un autre ordre si vous voulez. Donc là ils débarquent à 7h30. Et vous avez, notamment parmi les Français, vous avez le commando Kieffer que je parlais auparavant. Le débarquement se passe très bien, mais là c'est que le début des réjouissances, enfin c'est la fin des réjouissances, parce qu'en fait les Français ont galéré, vraiment ils ont durement éprouvé en fait dans la prise du casino de Rivabella, que les Allemands avaient transformé en fait en QG en fait, et les troupes ensuite rejoignent le Pegasus Bridge, donc comme je disais, où les parachutistes anglais ont réussi à prendre ce pont. Et là, je dois vous raconter une petite anecdote qui est plutôt sympathique. C'est qu'en fait, apparemment, c'est la réalité. Bon, moi, je considérais que c'était plus une légende, mais c'est la réalité. Les parachutistes anglais galéraient à prendre le Pegasus Bridge. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un mec qui est sorti avec son kilt et sa cornemuse. Et le mec, il s'est mis à découvert devant tout le monde et il s'est mis à défiler sur le pont. Il s'est mis à défiler sur le pont en jouant de la cornemuse pour donner du courage aux Anglais. Et donc après, ça a donné apparemment vraiment du courage aux parachutistes. Et ils ont réussi à prendre le dessus sur les Allemands et donc à prendre le pont. Et ça, je l'ai su notamment quand j'avais fait le semi-marathon de la Liberté, donc qui est à Caen, enfin en tout cas qui se finit à Caen, le semi-marathon, où en fait, avant de commencer le semi, et ben en fait, vous avez un défilé en kilt et avec un orchestre de cornemuse, de caisses claires, de grosses caisses, tout ça, pour retracer un peu, refaire cet événement mythique. Donc sur le Pegasus Bridge, c'était vraiment très très beau à voir. Je vous recommande d'ailleurs au passage de faire un semi-marathon et au passage de voir ce genre d'événement. C'est vraiment très très beau à voir.
Très émouvant. Ça, je sais que pour beaucoup de personnes, ça prend aux tripes la cornemuse. C'est un petit peu mon cas aussi. Voilà. Et donc, on arrive à la fin du détail de chaque plage. Voilà. Donc, on passe au 6 et donc le soir du 6 juin et le 7 juin, je le prends en même temps. Je prends les 2 jours en même temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le soir du débarquement ? Donc on est très loin des plans prévus par l'état-major en fait. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu de prendre le jour du débarquement ? On est un petit peu loin, mais la tête de pont en fait a été établie sur 53 km. Il y a 156 000 hommes qui ont débarqué le jour J. Bayeux a été la première ville française libérée, donc ça c'est plus le 7 juin, parce qu'elle a été abandonnée par les Allemands, ils se sont repliés au-delà. Ça a été première ville française libérée, où De Gaulle impose ce qu'on appelle le GPRF, donc le gouvernement provisoire de la République française. Et après, il y a encore 150 000 autres... non, pardon, je me reprends sur mes notes. 150 000 hommes sont débarqués... Pardon, excusez-moi, je me perds. 150 000 hommes sont débarqués encore après grâce au port artificiel que vous pouvez retrouver à Arromanches ou Port-en-Bessin. Le débarquement, il a quand même réussi, car du côté allemand, en fait, il y a eu beaucoup d'hésitation de la part de la chaîne de commandement quand les soldats ont prévenu qu'il y avait une invasion, un débarquement, parce qu'ils étaient persuadés que la véritable opération était dans le Nord-Pas-de-Calais. Et à ce titre-là, on peut remercier, on peut mettre en évidence la bonne efficacité de l'opération Fortitude et les bombardements qu'il y a eu, parce que en même temps, ça j'ai oublié de le préciser, mais en même temps qu'il y a eu des pilonnages de la côte, des cuirassiers, des croiseurs, tout ça, il y a eu un bombardement aussi de toute la côte, la côte au niveau de la Manche, donc la Bretagne, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, pour couvrir en fait le véritable débarquement. Ça a été assez fou l'envergure de cette opération. Et aussi du côté allemand, en fait, il n'y a pas eu de renfort envoyé, ou en fait ils ont été beaucoup trop tardifs parce que justement la chaîne de commandement était sceptique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc on était... donc eux, les Allemands avaient 300 avions et 3 divisions pour défendre là où les Alliés débarquaient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'on est quand même à 300 avions, alors que le jour même, il y a 7500 avions qui sont sortis. C'est une supériorité écrasante, hein, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour le débarquement. Vous savez tout sur le débarquement en Normandie. Tout cela en fait amène en fait aux événements suivants qui amènent juste après le débarquement, donc à savoir la bataille de Normandie, dont justement la bataille des Haies, la contre-attaque de Mortain, si je dis pas de bêtises, si je n'écorche pas la ville, et la bataille de la Poche de Falaise. Ce sera le sujet de d'autres vidéos. Voilà. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut à savoir sur le débarquement. Et pour finir, je vais du coup vous donner des recommandations de sites à visiter. Toujours par plage. Donc on commence par Utah Beach. Donc là, je vous recommande de visiter tout simplement le musée Airborne à Sainte-Mère-Église, avec justement le soldat au niveau du clocher. C'est vraiment un très bon musée qui a été agrandi depuis la dernière fois que la première fois que j'y suis allé, j'étais en première, donc ça commence à remonter. Et après, j'y suis allé l'année dernière. Et entre deux, ils avaient aménagé des nouvelles choses, donc c'est vraiment très bien. Ça permet franchement, vous allez voir plein de choses, c'est très intéressant. Et même visiter Sainte-Mère-Église, c'est très très beau aussi. Même l'église, elle est très très belle. Voilà. Ensuite, à Omaha, vous avez donc la pointe du Hoc. Donc ça, c'est... vous marchez le long de la plage, c'est très très beau. Enfin, c'est très très beau. Ça se voit que c'est un lieu chargé en émotions. Personne parle, c'est silencieux. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais ressenti. Le cimetière américain aussi, que vous pouvez aller visiter. Moi, je l'ai pas visité, mais en fait, c'est vraiment un incontournable. Mais je l'ai pas visité. Voilà. Ensuite, à donc Gold Beach, je vous recommande de visiter le cinéma 360 degrés à Arromanches-les-Bains. C'est sympathique à voir aussi. Arromanches aussi est un magnifique village à visiter. C'est l'un de mes villages préférés en Normandie. C'est très très beau, franchement. Il y a une ambiance. Vous pouvez aller voir aussi les caissons donc, qui ont servi de port artificiel pour débarquer les troupes du côté de Hanel aussi. Arromanches, c'est un peu loin, mais à marée basse, à Hanel, vous pouvez accéder aux caissons à marée basse, je vous recommande.
Vous pouvez le faire à Anel, mais pas à Romanche. D'ailleurs, c'est des villages frontaliers, hein, Anel et à Romanche. Et vous en pouvez en profiter à Anel pour aller prendre les petits biscuits d'Anel. Voilà, c'est des biscuits, c'est des très très bons biscuits, donc je vous recommande ça. Et aussi une balade en plein air, aussi les batteries allemandes de Longues-sur-Mer. Voilà, c'est aussi pas si loin que ça d'Aromanche. Donc voilà. Pour Juno, je vous recommande la station radar de Douvres-la-Délivrante. Donc je vous recommande, alors que je l'ai pas visité non plus, je l'ai juste vu d'extérieur comme ça. C'est sympathique. Ça vaut peut-être le coup d'œil de visiter. Donc voilà pour la partie Juno. Et enfin la partie Sword. Donc là pour les monuments vraiment le mémorial de Pegasus Bridge, donc le pont. C'est sympathique à voir, notamment à Bénouville, donc là où il y a le Pegasus Bridge. Vous allez avoir une vieille maison en briques assez étroite, et en fait il s'agit de la seule maison de tout le village qui a survécu au bombardement, qui est resté debout après les bombardements. C'est vous dire à quel point les Américains n'y sont pas allés de main morte pour absolument tout bombarder. Et vous allez voir, vous pouvez rentrer là-dedans, vous pouvez prendre, je crois que vous pouvez prendre une pinte de bière. Bon, je crois que je me souviens avoir vu le prix, c'était abusé. Mais vous rentrez à l'intérieur, vous avez des photos de partout. Les murs sont couverts de photos de GI, d'Américains, d'Anglais, de Canadiens, de soldats, de médailles. Enfin, laissez tomber. C'est beau, ça vaut le coup d'aller voir. Je vous recommande peut-être aussi. Alors ça, je suis pas trop fan, j'ai pas trop aimé. C'est le bunker de Ouistreham. Ce que j'ai pas trop aimé en fait, c'est que les mecs, en fait, je crois que tu payes 6 ou 7 euros et en fait, tu visites le bunker et tu te rends compte que quand tu lis les panneaux d'information, tu te rends juste compte en fait que c'est écrit par un stagiaire de 3ème qui a fait une faute toutes les lignes. C'est un petit peu nul. Franchement, je l'ai fait 2 fois et je le referai plus parce que c'est pas le must à visiter. Parce que c'est, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Bon, après, si vous voulez visiter, hein, faites, hein, mais moi, ça n'a pas été vraiment ma tasse de thé. Donc voilà pour Sword, donc la dernière plage. Et enfin, je vous recommande de manière générale, juste de ce qu'on pourrait dire, visiter les plages. Visiter les plages, ça veut dire juste aller faire une balade sur les plages, de là où il y a eu les débarquements. Je pense notamment à Saint-Laurent. J'ai eu cette idée-là à Saint-Laurent-sur-Mer, donc Omaha Beach, parce qu'on parlait beaucoup de la pointe du Hoc. Mais j'ai voulu voir Saint-Laurent-sur-Mer, un peu ce que c'était. Juste voir les plages, où est-ce qu'ils ont débarqué. Et sur toutes les plages, faites toutes les plages. Moi, j'ai fait toutes les plages. Et franchement, essayez de se balader pour essayer de vous réimprégner, de vous projeter un peu ce que ça a dû être, un peu cet enfer, ce calvaire de débarquer. Voilà. Essayez de vous projeter un peu là-dedans, le souvenir que vous pouvez éventuellement avoir en vous baladant sur ces plages. Et au passage, ce sont des très belles balades à faire le long des plages. Parce que tout simplement, c'est aussi prendre l'air. C'est magnifique. Voilà. Et en dernier, ce que je peux vous recommander, c'est de faire le mémorial de Caen. Alors, mémorial de Caen, j'ai un petit problème avec ce mémorial. C'est que autant quand tu es étudiant, c'est 5 euros l'entrée, autant quand tu es adulte, plein tarif, c'est 20 euros. 20 euros, c'est énorme. Enfin, c'est énorme, mais franchement, tu y passes une bonne partie de la journée là-dedans parce qu'il y a énormément de choses à visiter. Donc je comprends en même temps. Enfin, je comprends parce que il y a beaucoup de choses à visiter, mais en même temps, je me dis, je sais pas, les mecs, 20 balles, c'est énorme. Bref, si vous y allez, si vous voulez faire le mémorial de Caen, ne croyez pas que c'est un musée qu'on peut visiter en 2 heures. Je pense qu'il va falloir plus que ça, voire même une bonne demi-journée, voire une journée si vous voulez vraiment prendre votre temps. Mais c'est vraiment un incontournable. C'est très très bien, c'est très très beau. Ouais, c'est vraiment c'est un beau musée à visiter pour voir vraiment l'ensemble du débarquement de la Seconde Guerre mondiale, même de la guerre froide. Vous avez une partie sur la guerre froide, vous avez même un MiG. Quand vous entrez, vous avez... Alors, j'arrive plus... Donc, dans la visite, dans le musée, vous avez un MiG pendant la visite, que vous pouvez voir grandeur... à l'échelle 1-1, quoi. Et par contre, à l'entrée du musée, ça c'est trop stylé, vous avez... alors, je sais plus si c'est un Typhoon ou un Tempest anglais, c'est un avion anglais, vous irez voir sur internet. Le truc échelle 1-1 aussi, je crois. Hein. C'est énorme et c'est stylé. Voilà, c'est vraiment stylé. Donc je vous recommande de le faire, mais prenez du temps et prévoyez un budget aussi. Voilà, prévoyez un budget. Je dis ça, franchement, en connaissance de cause.
Voilà, donc c'était tout pour la rubrique 2, pour cette longue rubrique 2. Vous savez tout sur le débarquement de Normandie. Vous avez de quoi faire si jamais vous y allez un jour pour visiter. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Donc sur ce, on va passer à la prochaine rubrique qui s'agit tout simplement du commentaire, questions, réponses et commentaires. C'est parti. C'est parti. Alors, donc, questions-réponses. Alors, j'ai reçu un petit peu de questions. J'en ai reçu un petit peu quand même, malgré tout. Et j'ai reçu... Donc, on va parler aussi des commentaires que vous m'avez envoyés, notamment au niveau du podcast. Alors, déjà, on va commencer par les commentaires. Je pense que ça me paraît pas mal par rapport au retour que j'ai eu. Donc, j'ai cru comprendre que... bon, globalement, ça vous a tous apprécié, vous avez tous apprécié, vous avez bien aimé, montré une bonne volonté du concept du podcast, et je vous en remercie là-dessus. J'ai eu quelques remarques notamment qui me disaient ouais, 45 minutes ça fait un petit peu long, ou là on a combien d'ailleurs? Ouais, on va frôler les 1 heure. Mais je tiens à... Comment dire, il y en a qui m'ont dit voilà, ça fait peut-être un peu long pour écouter. Je vous réponds tout simplement que, en fait, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien ce format-là parce que ça me permet de m'exprimer librement, de faire plus parler ma spontanéité. C'est un moyen pour moi aussi, le podcast. J'ai voulu faire un podcast aussi pour parler, me sentir libre de parler, d'être libre. Je sais pas, on passe toute notre journée à, à ne pas être libre de ce qu'on peut dire, de notre pensée, tout ça, d'être un peu nous-mêmes, on pourrait dire au final. Et là, ce podcast-là, j'ai voulu que je fasse ressortir mon authenticité et ma spontanéité, et c'est pour ça que j'accorde du temps pour ça, donc ça prend le temps que ça prendra, et donc c'est pour ça que les podcasts durent assez longtemps. J'espère avoir été clair là-dessus. Donc franchement, au pire, si jamais ça dure trop longtemps, bah en fait, écoutez-le quand vous faites, petit bout par petit bout. Il y en a beaucoup qui me disaient, bah je vais écouter ça pendant que je vais faire tel truc ou tel truc. Ils me disaient, bah je vais l'écouter sur la route du boulot, quoi. Enfin voilà, donc et puis ça vous fait toute la semaine. En attendant le prochain épisode, ça vous fait un petit rituel. Voilà, au lieu d'écouter la radio avec des bad news ou écouter de la musique, je sais pas, vous êtes à moitié réveillé, puis vous écoutez de la grosse tectonique là, vous écoutez Fun Radio et puis et puis en fait non, je sais pas, pour vous réveiller, je trouve que, moi personnellement, quand je prends la voiture, j'écoute toujours un podcast. Ça permet c'est un petit peu mieux niveau réveil que des radios où ça vous donne des bad news, et aussi de la tectonique, qui en fait vous êtes à moitié réveillé, quoi. Donc voilà, vous pouvez soit vous l'écoutez en one shot pendant que je sais pas, vous faites une randonnée, vous faites une grosse balade, soit vous l'écoutez avec parcimonie. Franchement, vous faites comme vous voulez. C'est pour ça aussi que je fais un podcast long, voilà, avec qui dure assez longtemps, parce que comme ça, vous faites ce que vous voulez, tout simplement. Voilou. Et puis bah écoutez, c'est le principal commentaire auquel je voulais réagir. Et oui aussi, vous m'avez dit que des fois j'avais tendance un petit peu à m'écarter du sujet, à divaguer un petit peu. Donc ça, encore une fois, je comprends, et même, voilà, des fois je peux perdre un petit peu votre attention. J'essaye de remédier à cela, notamment là j'ai pris des notes pour le sujet, justement pour éviter de pas partir trop loin, de pas divaguer non plus du sujet en parlant d'un autre. Et des fois je parle du sujet principal et j'en profite pour faire une petite parenthèse qui me semble importante. Donc encore une fois, c'est un jeu d'équilibre à avoir, mais j'ai bien pris en compte ce que vous m'avez dit, et donc c'est pour ça que je prends des notes, surtout pour le sujet principal, noter les principales choses, pas faire un script bien détaillé, parce que encore une fois, j'aime bien faire ressortir de la spontanéité dans ce podcast. Voilà, tout simplement. Bon, maintenant passons aux questions. Alors j'ai eu un commentaire d'ailleurs au passage d'un ami qui m'a dit mec, au fait c'est pas une question, désolé, mais ta voix elle passe trop bien au podcast. Bah écoute, merci beaucoup, je l'espère. Par contre je vous préviens, je ne ferai pas d'ASMR. Je n'en ferai pas du tout. Je vous préviens, niet, y a pas de ça. Pas du tout, je veux pas être un mec chelou. J'ai une autre question, tiens. Comment tu fais pour être aussi beau? Bah écoute, c'est très simple.
faut faire le muscu, faut faire un marathon. Faut être passionné d'histoire. Il faut avoir une belle voiture. Faut être ingénieur. Et faut s'appeler Lucas. Voilà. Non mais écoutez, en fait, on m'a posé des questions un peu troll, donc franchement, moi aussi je réponds par des questions troll. Non mais comment je fais pour être aussi beau ? Bah écoute, je remercie mes parents de m'avoir conçu comme cela et que je puisse être beau pour au moins une personne. Pas qu'une, bien sûr, il y a mes parents qui me trouvent beau, bien sûr, et d'autres personnes, bien sûr, notamment, que je ne citerai pas, mais qui certainement se reconnaîtront, n'est-ce pas ? Et mais je remercie mes parents, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai une autre question. T'as un 06 ? Bah écoute, oui, j'ai un 06. J'ai pas un 07 parce que je suis pas né après 2000 et que je me respecte. J'ai un 06. Si tu veux, je te passe un 06. C'est celui de ma copine. Et comme ça, je te mets en contact avec elle pour qu'elle me file mon 06. Voilà, si jamais tu veux que ça... Ça n'a rien à voir. Bon, écoutez, un peu de sérieux. Voilà, j'ai le droit un peu de rigoler. Là, on était un peu sérieux avec la rubrique comment dire, la rubrique 2. Là, j'ai une question sérieuse. J'ai eu une seule question sérieuse. Bah tiens, je vais le citer en plus. On a une question de Basile DX. Voilà, mon cher ami Basile, je te salue. Quelle anecdote historique t'a le plus marqué ? Très bonne question, mon cher ami Basile, il est toujours là pour poser les bonnes questions, pour dire des choses utiles, contrairement à d'autres, n'est-ce pas ? Alors, quelle anecdote historique t'a le plus marqué ? Eh bien, tout simplement, je vais te répondre que c'est l'anecdote qui concerne ma famille. Je vais vous raconter un petit peu, c'est assez incroyable. Ce qui m'a le plus marqué, ça concerne ma famille. Je vais vous la raconter, je me répète, je suis désolé, ça commence, on a 1 heure de podcast, je commence un petit peu à fatiguer, désolé. Alors, c'est tout simplement, ça concerne mon arrière et mon arrière-arrière-grand-père. Nous sommes, ça coïncide parfaitement avec la rubrique 2, le moment historique, avec le débarquement, puisque nous sommes en 1944. Nous sommes en France... et j'ai du côté de là où je suis originaire, en Picardie, vous êtes dans un village là où il y a mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père qui habitent dans un petit village. Mon arrière-arrière-grand-père était résistant dans le coin en fait avec d'autres gars. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait il y a un chemin de fer à côté de là où ils habitaient. Et donc ils ont décidé de le faire sauter pour faire de la résistance contre les Allemands, faire du sabotage. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que mon arrière-grand-père a voulu y aller avec son père, donc mon arrière-arrière-grand-père. Donc ils y vont pour y aller en vélo. Et à ce moment-là en fait, il y a mon arrière-grand-père, il peut pas y aller avec son père et les potes de son père, parce que sa roue de vélo est crevée. Donc c'est pas grave, son père lui dit écoute, tu changes ta roue de vélo puis tu nous rejoins aussi vite parce qu'on a besoin de toi. Mon arrière-grand-père, il change sa roue de vélo, il dit ouais, ok, pas de souci. Il se dépêche d'aller les rejoindre. Il arrive sur les lieux et là ce qui s'est passé, c'est que il a vu son père et tous les potes de son père par terre, ils étaient morts. Ils étaient morts parce que les Allemands les ont chopés sur la ligne de chemin de fer, ils les ont tous tués, et mon arrière-grand-père a vu son père en train d'agoniser. Voilà, c'est incroyable comme histoire, parce que, en fait, ça fait faire preuve d'humilité, cette histoire que je vous raconte, parce que, tout simplement, sans cette roue de vélo crevée, je serais pas là. Je serais pas là pour vous raconter, parce que, tout simplement, si cette roue de vélo n'avait pas crevé, mon arrière-grand-père il serait allé avec son père et les autres résistants, et ils auraient trouvé les Allemands et ils seraient tous morts, et je ne serais pas là pour le vous raconter parce que je serais pas là tout simplement. Donc vraiment, moi ce que je trouve, c'est pour ça que ça m'a le plus marqué, parce que en fait ça fait appel au fait que il suffit vraiment d'un rien dans chaque événement historique, d'ailleurs que ce soit un événement grandiose comme une bataille napoléonienne
ou une bataille de la Première Guerre mondiale, ou une naissance, un roi, comment dire, une personne qui devient roi et pas une autre. C'est parce que vraiment sur comment dire, sur un facteur qui paraît insignifiant, enfin je suis désolé, mais une roue de vélo crevée, c'est insignifiant dans la vie de tous les jours. On en chope tous les jours d'ailleurs au passage, on a toujours des petites emmerdes comme ça. Et ben juste voir que pour une misérable, on pourrait dire, roue de vélo crevée, et ben je n'aurais même pas vécu. Voilà, tout simplement, c'est incroyable. Je ne saurais. C'est pour ça que ça m'a vraiment marqué. C'est parce que sans ça, je ne serais pas là. Et donc, posez-vous la question aussi de. Posez-vous la question de à vos grands-parents, est-ce que c'est déjà arrivé un événement qui, je sais pas, je dis au hasard, mais je sais pas, vos grands-parents, je sais pas, ils étaient dans la voiture et puis je sais pas, ils ont senti quelque chose qui se tramait et en fait ils ont préféré prendre leur distance par rapport à un potentiel danger. Puis là d'un coup, bam, la voiture devant eux, hop, fracassée. Et à ce moment-là, ils se sont dit, bah en fait, si on avait continué à accélérer, en fait, on serait à la place de cette voiture qui est morte en fait. En fait, la vie, en fait, c'est vraiment, ça nous force à faire preuve d'humilité parce que des choses aussi insignifiantes que ça, qui paraissent être des problèmes quotidiens de la vie de tous les jours, peuvent avoir des conséquences énormes sur le futur en fait, sur notre destin. Voilà. Donc voilà l'anecdote qui m'a le plus marqué. Et bon, on en reparlera au passage je pourrais en reparler, hein, ça pourrait être un sujet ou d'autres questions que vous pourriez me poser tout simplement de mes arrière-grands-parents qui ont participé aux 2 guerres mondiales. Hein. J'en ai plein. Là où j'habite, en fait, j'ai plein dans les cimetières, j'ai plein de pierres tombales où c'est mes ancêtres qui sont morts au combat, donc à la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens pas de la guerre d'Indochine ou de l'Algérie. J'ai pas connaissance de ça. Mais en tout cas, il y a de la famille à moi qui est mort pour la France en 14-18 et en 39-45. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question, Basile. Et puis, je crois que c'était la dernière question, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, la seule et l'unique question. Donc, enfin, qui était un minimum intéressante, qui avait un petit peu un rapport, un minimum sérieuse. Donc voilà, je pense que, écoutez, on arrive un petit peu à la fin de ce podcast. Voilà, je voulais vous remercier, si vous êtes arrivé jusque-là, encore une fois, de m'avoir écouté. J'espère que le podcast vous a intéressé. N'hésitez pas à justement laisser un commentaire sur, encore une fois, ce qui pourrait être perfectible ou pas. De savoir si vous avez aimé, tout simplement. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi pour le référencement, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me donner un maximum de retours, ça prend vraiment 2 secondes. Juste vous m'envoyez juste un message en mode super ton dernier podcast. Moi ça me motive, ça me booste, ça me motive, ça me booste pour toujours plus travailler sur d'autres sujets. Mettez 5 étoiles. N'hésitez pas d'ailleurs, j'y pense, au passage, à peut-être quand vous allez visiter quelque chose de stylé ou vous mangez un plat typiquement français ou une certaine tradition, voilà, un truc qui représente la France, un château, un vignoble, tout ça. N'hésitez pas à taguer le compte Instagram @historiquement français. N'hésitez pas à le faire, ça permettra de faire vivre un peu le compte Instagram aussi. J'ai d'autres choses qui sont prévues, justement, qui vont arriver sur ce compte-là. Je vous en dis pas plus. À vous d'aller regarder. Suivez ce compte. Suivez-moi aussi sur mon compte personnel @lucasdehan. LUKAS_DEHAN. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner aussi des retours. Donnez-moi aussi des sujets, des idées de sujets où vous aimeriez bien que j'en parle. Voilà. Ah tiens, j'ai toujours voulu me demander qu'est-ce que c'était l'époque de la Fronde. Bon bah on pourra en parler, voilà. Si on pourra en parler un peu, qu'est-ce que c'est la Fronde. N'hésitez pas, et puis même sur d'autres sujets, hein. Je parle beaucoup d'histoire, mais c'est sur lequel je suis le plus à l'aise, où je connais plus de choses. Le prochain épisode, puisque c'est les 80e anniversaire du débarquement, et donc de la bataille un peu de Normandie, de tout ce qui touche autour de la Normandie,
J'ai décidé que le prochain épisode, ça sera encore un épisode d'histoire. Ça, c'est sur la poche de falaise. La bataille de la poche de falaise, qui est vraiment très important à retenir et à connaître, parce qu'on se souvient beaucoup du débarquement en Normandie, mais j'ai envie de m'appuyer aussi sur cet événement, la bataille de la poche de falaise, qui est aussi un événement emblématique de la Normandie, tout simplement. Et il y a des endroits vraiment à visiter dans l'arrière-pays normand, parce que ça s'est passé, Falaise, c'est dans le Calvados, donc dans l'arrière-pays normand qu'il faut vraiment visiter. Donc là, on a vu plus les côtes normandes, et ben la prochaine fois, on verra l'arrière-pays normand. Donc après, vous serez incollable sur la Normandie à visiter d'un point de vue Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, après, encore une fois, ça ne vous empêchez pas, en sachant que le prochain sujet de ce podcast sera la poche de falaise, de me donner d'autres idées de sujets, tout simplement. Je prends tout, je prends note, ne vous inquiétez pas, et voilà. Voilà. C'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à mettre 5 étoiles, à taguer le compte si vous avez visité des trucs stylés en rapport avec la France. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Je vais essayer d'être un peu plus régulier sur les podcasts. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, profitez de l'été. Je vous souhaite bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon courage à ceux qui travaillent encore. Sur ce, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.